Ils étaient aimés, admirés, et pourtant, derrière les projecteurs, certains cachaient une bataille silencieuse. 15 acteurs, connus en France, ont affronté dans l'ombre une maladie qui a bouleversé leur destin. Aujourd'hui, vous allez découvrir les secrets, les choix et le courage qu'ils ont gardé jusqu'au dernier instant. Numéro 1, Sam Lloyd. Le 29 avril 2020, dans un hôpital de Los Angeles, le rideau s'est lentement refermé sur l'un des visages les plus attachants des séries télévisées. Sam Lloyd, l'avocat maladroit de Scrubs, venait de quitter la scène après une longue lutte menée dans le secret le plus absolu. Quelques mois plus tôt, au cœur de l'hiver 2019, il avait reçu un diagnostic qui allait bouleverser son existence. Un glioblastome, une tumeur agressive du cerveau, découverte après des maux de tête persistants et une perte soudaine d'équilibre. Les médecins avaient été clairs, mais lui avait choisi de garder le silence. Il continuait de jouer, de chanter avec son groupe The Blanks et de faire rire le public sans laisser transparaître la douleur. Ceux qui le croisaient sur le plateau ignoraient presque tout de son état. Il dissimulait les traitements, les jours de fatigue, les moments de doute. Même ses proches amis n'avaient appris la nouvelle que bien plus tard. Pour lui, le travail était une façon de repousser la peur, de continuer à exister autrement. Dans les mois qui ont suivi, il a tourné encore quelques scènes, parfois entre 2 hospitalisations. Il refusait de laisser la maladie définir son nom. Ses collègues ont raconté qu'il arrivait avec un sourire discret, qu'il s'excusait lorsqu'il devait s'asseoir pour reprendre son souffle. Personne n'aurait imaginé que derrière cette attitude légère se cachait un combat quotidien contre la douleur et la faiblesse. Sa femme, Vanessa, était à ses côtés à chaque instant. Elle racontait plus tard que Sam avait gardé son humour jusqu'à la fin, même quand parler devenait difficile. Il plaisantait encore sur les textes qu'il devait apprendre, sur la musique qu'il voulait rejouer après sa guérison. Le couple avait accueilli un fils peu de temps avant le diagnostic. Cette naissance lui avait donné une énergie nouvelle, un but à chaque journée. Les dernières semaines furent silencieuses, remplies de souvenirs, de musique douce et de lumière tamisée. Il regardait souvent les anciens épisodes de Scrubs, comme pour revivre les instants heureux sans que la douleur ne prenne toute la place. Quand il s'en est allé, les réseaux se sont remplis de messages d'amour, de gratitude, de scènes partagées. Sam Lloyd laissait derrière lui une leçon de dignité, celle d'un homme qui a préféré offrir des rires plutôt que des larmes, et dont la gentillesse continue de briller bien au-delà des écrans. Numéro 2, Robert Forster. Le 11 octobre 2019, à Los Angeles, la nouvelle est tombée quelques heures à peine après la sortie du film El Camino. Le monde du cinéma venait de perdre l'un de ses acteurs les plus respectés. Robert Forster, ce visage calme et rassurant que les spectateurs français avaient découvert dans Jackie Brown, s'est éteint après une bataille silencieuse contre une tumeur cérébrale. Quelques mois plus tôt, les premiers signes étaient apparus. Une fatigue étrange, des oublis inhabituels, des douleurs discrètes qu'il minimisait. Il ne voulait pas inquiéter son entourage. Il disait que c'était simplement l'âge, le rythme du tournage, la vie d'acteur qui use le corps. Pourtant, les examens avaient révélé une réalité bien plus lourde. Les médecins lui avaient parlé de traitements possibles, mais aussi de risques et de fatigue extrême. Robert avait écouté, puis décidé de continuer à travailler, à tourner, à vivre comme si le temps n'avait pas changé. Durant l'été 2019, il avait encore accepté plusieurs projets sans rien dire à la presse. Sur le plateau, il gardait sa rigueur habituelle, toujours ponctuel, toujours prêt à recommencer une scène avec patience. Personne ne devinait l'effort qu'il devait fournir pour rester concentré. Ses partenaires de jeu parlaient d'un homme d'une élégance rare, d'un professionnel jusqu'au bout. Il ne voulait pas de compassion, seulement de respect. À la maison, il passait plus de temps avec les siens, profitant des repas, des discussions, de la lumière du matin sur les collines de Californie. Il disait souvent que la vie était faite pour être observée, pas pour être possédée. Ses enfants se souviennent de son calme, de sa manière de relativiser chaque difficulté. Pour lui, le cinéma n'était qu'une extension de la vie réelle, un miroir où l'on pouvait apprendre à accepter la fragilité humaine. Quand son état s'est aggravé, il avait déjà bouclé son dernier rôle, celui d'Ed dans El Camino. La coïncidence de sa disparition avec la sortie du film a frappé tous ceux qui l'avaient admiré. Les critiques ont salué une dernière performance sobre, presque prémonitoire. Le public français, fidèle à son souvenir depuis Jackie Brown, a revu ses films avec une émotion particulière. Robert Forster s'en est allé sans bruit, fidèle à son image, celle d'un homme discret, digne et profondément humain. Si cette histoire vous a touché,
Dites-le en commentaire et partagez le souvenir que vous gardez de lui. Numéro 3. Paul Ritter. Le 5 avril 2021, à Londres, la télévision britannique a perdu l'un de ses visages les plus aimés. Paul Ritter, connu du public français grâce à la série Tchernobyl et à son rôle de sorcier dans Harry Potter, s'est éteint des suites d'une tumeur au cerveau. L'annonce a surpris le monde du théâtre et de la télévision, car l'acteur n'avait jamais évoqué publiquement sa maladie. Il continuait de travailler, d'apparaître à l'écran, de prêter son humour singulier à des personnages marquants, sans jamais laisser deviner la lutte qu'il menait. L'histoire avait commencé en 2019, quelques semaines après le tournage de Tchernobyl. Les premiers symptômes étaient discrets, une fatigue qu'il attribuait au stress des tournées, des maux de tête qui semblaient passagers. Son médecin lui avait conseillé des examens plus approfondis. Les résultats avaient confirmé la présence d'une tumeur cérébrale. Paul avait choisi de ne rien dire. Pour lui, le silence était une manière de protéger sa famille, de préserver la vie ordinaire qu'il aimait tant. Pendant près de 2 ans, il a poursuivi son travail comme si de rien n'était. Il participait encore à Friday Night Dinner, enregistrait des lectures à la radio, répétait pour le théâtre. Ses collègues parlaient d'un homme calme, toujours bienveillant, souvent le premier à rire, jamais celui qui se plaignait. Même quand la maladie commençait à lui imposer des pauses, il continuait à venir sur scène, à donner le meilleur de lui-même. Sa famille l'entourait avec discrétion. Son épouse Polly et leurs 2 fils vivaient chaque jour sans savoir combien de temps il leur restait ensemble. Paul parlait peu de lui. Il préférait discuter de cinéma, de livres, de musique. La maladie avançait, mais il ne voulait pas qu'elle devienne le centre de son existence. Jusqu'à la fin, il gardait ce sens du devoir et cette pudeur qui faisait de lui un acteur respecté. Le jour de sa disparition, les réseaux anglais et français ont été remplis d'hommages. Ses partenaires de jeu ont rappelé son élégance, sa générosité et sa force tranquille. Pour beaucoup, il incarnait cette rare humanité que l'on ressent au-delà des écrans. Paul Ritter a quitté ce monde comme il y avait vécu, avec retenue, avec grâce, en laissant derrière lui des personnages inoubliables et une émotion sincère qui continue de traverser le temps. Numéro 4. Edward Herrmann. Le 31 décembre 2014, dans un hôpital de New York, la voix grave et chaleureuse de Richard Gilmore dans la série Gilmore Girls s'est tue pour toujours. Edward Herrmann, acteur américain profondément apprécié du public français pour ses rôles élégants et ses narrations documentaires, s'est éteint des suites d'un cancer du cerveau après plusieurs mois de traitement. La nouvelle avait été annoncée par sa fille Emma, bouleversée mais fière de la dignité avec laquelle son père avait affronté la maladie. Tout avait commencé au printemps 2014. Edward ressentait une fatigue inhabituelle, des troubles de la parole, de légers vertiges qui semblaient anodins. Il pensait d'abord à un simple surmenage. Mais les examens médicaux avaient révélé la présence d'une tumeur au cerveau. Le diagnostic avait été difficile à accepter pour cet homme toujours curieux, actif, passionné de culture et de lecture. Les médecins lui avaient expliqué les options, les risques, la lenteur des progrès possibles. Il avait choisi de se battre avec calme et lucidité. Pendant plusieurs mois, il suivait les traitements tout en continuant à prêter sa voix à des documentaires historiques et à des projets éducatifs. Sa passion pour la connaissance restait intacte. Il disait souvent à ses proches qu'il voulait laisser une trace utile, quelque chose qui continuerait à parler de la beauté du monde même après son départ. Les équipes qui travaillaient avec lui racontaient un homme d'une politesse rare, d'une précision presque musicale dans la manière de dire les mots. Sa voix, reconnaissable entre toutes, restait ferme malgré la fatigue. À la maison, il vivait entouré de livres, de musique et de souvenirs de tournage. Il aimait revoir les épisodes de Gilmore Girls, non pas par vanité, mais pour se rappeler le temps heureux des tournages, des conversations, des repas partagés avec l'équipe. Sa femme star et ses enfants veillaient sur lui avec douceur. Il disait qu'il restait optimiste, persuadé que chaque jour avait encore quelque chose à offrir. Les dernières semaines furent calmes. Il parlait moins, mais écoutait beaucoup. Il regardait par la fenêtre, observant la neige tomber sur les toits de la ville. Quand il s'est éteint, le monde du cinéma et de la télévision a salué un acteur raffiné, cultivé, toujours juste. En France, de nombreux téléspectateurs ont écrit qu'ils avaient perdu une présence familière, une voix qui semblait accompagner leurs soirées d'hiver. Edward Herrmann a laissé derrière lui une empreinte de douceur et de sagesse, celle d'un artiste qui savait allier talent et humanité. Numéro 5. Susan Hayward. Le 14 mars 1975, à Hollywood, le cinéma américain a perdu l'une de ses plus grandes étoiles. Susan Hayward,
connue et admirée par le public français pour ses rôles intenses et son tempérament de feu, s'est éteinte à l'âge de 57 ans, des suites d'une tumeur cérébrale diagnostiquée 2 ans auparavant. Sa disparition avait provoqué une profonde émotion dans le monde du cinéma, car peu savaient qu'elle se battait contre la maladie depuis longtemps. Tout avait commencé en 1973, lorsqu'elle avait ressenti des maux de tête persistants et une fatigue inhabituelle pendant le tournage d'un film à Los Angeles. Les médecins lui avaient d'abord parlé d'épuisement, conséquence naturelle d'une carrière exigeante. Mais les examens complémentaires avaient révélé une tumeur au cerveau. Suzanne avait choisi de ne pas rendre publique cette nouvelle. Elle voulait continuer à travailler, à vivre, à préserver l'image de femme forte qu'elle incarnait à l'écran. Elle suivait discrètement des traitements tout en participant à quelques événements. Ses proches racontaient qu'elle ne se plaignait jamais, qu'elle gardait son humour et son élégance, même dans les moments les plus difficiles. Elle aimait recevoir ses amis chez elle, entourée de fleurs et de musique. Elle parlait peu de la maladie, préférant évoquer le cinéma, les rôles qu'elle aurait aimé encore jouer, les jeunes actrices qu'elle admirait. Dans les dernières années, plusieurs rumeurs avaient circulé sur les causes possibles de sa maladie. Certains évoquaient les conditions de tournage d'un film, réalisé dans une zone exposée aux radiations, où plusieurs membres de l'équipe avaient développé des pathologies similaires. Suzanne n'avait jamais confirmé ces spéculations. Elle estimait que la vie ne devait pas être relue à travers le prisme de la fatalité. Elle préférait se souvenir des sourires, des voyages, des succès, de l'amour du public français qui continuait de revoir ses films à la télévision. Ses funérailles avaient réuni des amis, des acteurs et de nombreux admirateurs venus déposer des roses rouges, symbole de sa beauté et de sa passion. Les journaux français lui avaient rendu hommage en saluant sa carrière et sa force de caractère. Pour beaucoup, Suzanne Hayward représentait la femme courageuse, élégante, capable d'affronter le destin avec fierté. Son nom reste lié à une époque où le cinéma respirait la sincérité et la grandeur, et son regard intense continue encore d'habiter les écrans du monde entier. Numéro 6, Ethel Merman. Le 15 février 1984, à New York, la scène musicale américaine a perdu sa voix la plus célèbre. Ethel Merman, l'icône de Broadway et du cinéma classique, s'est éteinte après plusieurs semaines d'hospitalisation, des suites d'une tumeur cérébrale découverte peu de temps avant Noël. Pour le public français, elle représentait la puissance, l'énergie, la joie de vivre que l'on retrouvait dans les comédies musicales de l'âge d'or. À l'automne 1983, elle avait commencé à souffrir de troubles de la parole et de violents maux de tête. Elle pensait d'abord à la fatigue accumulée après des années de spectacles, d'enregistrements et de voyages. Les médecins avaient ordonné des examens et le diagnostic était tombé comme un choc. Une tumeur s'était développée dans la région frontale de son cerveau. Ethel avait choisi de ne pas en parler publiquement. Elle voulait que les spectateurs continuent de la voir comme la femme forte, joyeuse et invincible, qu'elle avait toujours incarnée. Ses proches racontaient qu'elle restait fidèle à elle-même, blagueuse, pleine d'esprit, même dans les moments les plus pénibles. Elle aimait chanter quelques mesures de ses chansons préférées, parfois depuis son lit, simplement pour sentir que la musique faisait encore partie de sa vie. Les infirmières disaient qu'elle illuminait les couloirs de l'hôpital par sa voix et son sourire. Sa famille, discrète, protégeait son intimité. Ils savaient qu'elle préférait que le public garde d'elle le souvenir d'une artiste flamboyante plutôt que celui d'une femme malade. Les dernières semaines furent empreintes d'une étrange sérénité. Elle recevait la visite de quelques amis de longue date, parmi eux des acteurs et chanteurs qui lui devaient leur carrière. Elle riait encore de ses propres anecdotes, se souvenait des soirs de triomphe à Broadway, des bouquets jetés sur scène, des applaudissements interminables. Elle disait qu'elle n'avait jamais cherché la gloire, seulement le bonheur de faire rire et chanter les autres. Quand la nouvelle de sa disparition fut annoncée, le monde du spectacle entier lui rendit hommage. En France, les journaux spécialisés rappelèrent qu'Ethel Merman symbolisait une époque de sincérité et de talent brut, celle où la voix et la présence suffisaient à conquérir le public. Ses chansons continuent d'être jouées dans les théâtres et les écoles d'art dramatique. Sa disparition laissait un vide immense, mais aussi un héritage lumineux. Si vous vous souvenez d'un rôle ou d'une chanson d'Ethel Merman, partagez-le en commentaire pour lui rendre hommage. Numéro 7, Bert Convy. Le 15 juillet 1991, à Los Angeles, la télévision américaine a perdu l'un de ses animateurs et comédiens les plus populaires. Bert Convy, connu en France pour son charme et son sourire dans les émissions de variétés importées des États-Unis, s'est éteint des suites d'un glioblastome diagnostiqué 3 ans plus tôt. La nouvelle avait bouleversé les téléspectateurs,
qui ignorait presque tout de sa maladie, tant il avait su la cacher derrière une apparente vitalité. Tout avait commencé en 1988. Lors d'un tournage, il avait ressenti une désorientation soudaine et des maux de tête inhabituels. Il pensait à un simple surmenage. Son emploi du temps était chargé, entre les jeux télévisés qu'il animait et les pièces de théâtre qu'il produisait. Les examens médicaux avaient pourtant révélé une tumeur cérébrale. Le diagnostic avait été sans appel. Berthe avait décidé de poursuivre ses projets sans rien dire au public. Il disait à ses proches qu'il voulait être rappelé pour son sourire, pas pour sa souffrance. Les mois suivants, il avait continué à animer, à jouer, à produire. Sur les plateaux, personne n'aurait imaginé ce qu'il traversait. Il plaisantait avec l'équipe, encourageait les participants, chantait parfois entre deux prises. Sa force de caractère impressionnait ceux qui le connaissaient bien. À la maison, il affrontait les traitements avec calme. Son épouse Anne et leurs 3 enfants l'accompagnaient chaque jour avec une tendresse silencieuse. Il passait beaucoup de temps à écouter de la musique et à relire les lettres de fans qu'il recevait depuis le monde entier. À mesure que la maladie progressait, il s'éloignait peu à peu des caméras. Il ne voulait pas que le public voie le changement dans son apparence. Il confiait à ses amis qu'il n'avait pas peur de partir, seulement peur d'être oublié. Les derniers mois furent marqués par une grande paix intérieure. Il regardait souvent les couchers de soleil depuis sa terrasse, entouré de sa famille. Il disait que chaque jour vécu était un cadeau supplémentaire. Quand la nouvelle de sa disparition fut annoncée, les hommages se multiplièrent. Les journaux américains et français saluèrent un artiste plein d'esprit, un homme courtois et généreux. Son rire, sa manière unique de parler au public et son élégance naturelle restèrent gravés dans la mémoire collective. Berthe Convy laissait derrière lui une image lumineuse, celle d'un homme qui avait su transformer le courage en douceur et la discrétion en leçon de vie. Numéro 8, Bobby Van. Le 31 juillet 1980, à Palm Springs, la lumière d'un danseur s'est éteinte dans le silence. Bobby Van, le comédien et chanteur que le public français avait découvert dans les comédies musicales américaines, s'est éteint après une longue bataille contre une tumeur cérébrale. Sa disparition avait ému le monde du spectacle, car jusqu'au dernier jour, il avait gardé le sourire, la politesse et cette élégance naturelle qui faisait de lui un artiste respecté. Tout avait commencé en 1979. Il préparait un nouveau programme télévisé lorsqu'il avait ressenti une fatigue inhabituelle et des vertiges répétés. Les premiers examens n'avaient rien montré d'alarmant. Quelques semaines plus tard, des troubles de la vision étaient apparus. De nouveaux tests avaient alors révélé une tumeur au cerveau. Bobby avait choisi de ne pas interrompre ses projets. Il avait décidé de continuer à danser, à chanter, à sourire, comme si rien n'avait changé. Durant plusieurs mois, il s'était efforcé de mener une vie normale. Il tournait, enregistrait, participait à des événements, toujours impeccables, toujours ponctuels. Ses proches savaient pourtant que chaque représentation lui demandait un effort immense. Sa femme, l'actrice Helen Joyce, restait à ses côtés avec une loyauté sans faille. Elle disait qu'il ne voulait pas de pitié, qu'il refusait la tristesse. Pour lui, la scène représentait un refuge, un lieu où la douleur s'effaçait quelques instants. Il passait les matinées à marcher dans son jardin, profitant de la lumière du désert californien. Il disait que le silence des montagnes lui rappelait les débuts de sa carrière, quand il rêvait simplement de danser. Les après-midi, il travaillait sur des partitions, corrigeait des textes, répétait encore et encore. Même affaibli, il restait perfectionniste. Ses amis racontaient qu'il encourageait encore les jeunes artistes, leur conseillant de ne jamais perdre le goût du travail bien fait. Les dernières semaines furent paisibles. Il recevait ses amis les plus proches, écoutait du jazz et des chansons anciennes. Il riait en se remémorant les tournées, les soirées improvisées après les spectacles, les applaudissements des salles pleines. Le 31 juillet, il s'est éteint doucement, entouré de sa famille. Le lendemain, les journaux américains et français lui rendirent hommage, rappelant le talent d'un artiste accompli et la grâce d'un homme resté fidèle à son art jusqu'à la fin. Bobby Van demeure aujourd'hui un symbole de légèreté, de passion et de dignité. Numéro 9, Richard Jordan. Le 30e août 1993, à Los Angeles, un acteur au talent discret et puissant s'en est allé. Richard Jordan, connu en France pour ses rôles dans Les Rescapés du futur et l'affaire Pélicane, est décédé des suites d'une tumeur cérébrale à l'âge de 56 ans. Sa disparition avait surpris le monde du cinéma, car il n'avait jamais évoqué sa maladie en public.
Il travaillait encore quelques mois avant son départ, fidèle à cette pudeur qui marquait toute sa carrière. Les premiers signes étaient apparus en 1992. Il tournait alors dans un film d'époque et ressentait de fortes migraines accompagnées de troubles de la mémoire. Il pensait à la fatigue, à la pression des tournages. Les examens médicaux avaient révélé une tumeur au cerveau. Le diagnostic avait été accueilli avec une étonnante sérénité. Richard Jordan, passionné de théâtre et de littérature, avait déclaré à un ami qu'il voulait continuer à créer, même si le temps lui manquait. Il avait pris la décision de retourner sur scène une dernière fois, dans une adaptation de Shakespeare, son auteur favori. Malgré la douleur, il continuait à répéter, s'appuyant sur les mots comme sur une force invisible. Ses collègues racontaient qu'il arrivait chaque matin avec un sourire, un café à la main, plaisantant comme si de rien n'était. Il ne voulait pas que la maladie modifie le regard des autres sur lui. Il restait exigeant, précis, attentif aux moindres détails. Lorsqu'il ne pouvait plus monter sur scène, il passait ses journées à lire. Il relisait les tragédies grecques, notait des phrases dans un carnet, méditait sur la fragilité humaine. Sa compagne, l'actrice Marcia Cross, l'accompagnait chaque jour, partageant avec lui des moments simples, des promenades dans le jardin, des repas légers, des discussions sur le cinéma et la vie. Richard aimait dire que le silence était parfois la plus belle des répliques. Quand il s'est éteint, le monde artistique a rendu hommage à son élégance et à sa profondeur. Les journaux français rappelaient qu'il appartenait à cette génération d'acteurs, capables de passer du théâtre classique au cinéma contemporain avec une aisance rare. Son visage, grave et lumineux, restait gravé dans la mémoire des cinéphiles. Richard Jordan laissait derrière lui l'image d'un artiste complet, d'un homme cultivé et modeste, qui avait su transformer la fragilité en force et offrir au public un dernier rôle empreint de vérité et d'émotion. Numéro 10, Nicolas Pagette. Le 3 mars 2021, à Londres, le monde du théâtre britannique a perdu une actrice d'une élégance rare. Nicolas Pagette, connu en France pour son rôle inoubliable dans la série Upstairs, Downstairs, s'est éteinte à l'âge de 75 ans des suites d'une tumeur cérébrale. La nouvelle avait ému le public européen qui gardait le souvenir d'une artiste à la fois délicate et déterminée, symbole d'une époque où le jeu d'acteur reposait sur la finesse plus que sur la gloire. Tout avait commencé au début de l'année 2019. Elle avait ressenti une grande fatigue, des vertiges légers, des pertes d'équilibre qu'elle attribuait à l'âge. Mais les examens médicaux avaient révélé une tumeur au cerveau. Le diagnostic l'avait frappée, non pas par la peur, mais par l'étrangeté de la situation. Elle avait traversé tant d'épreuves dans sa vie, notamment une longue lutte contre la dépression, qu'elle voyait désormais chaque journée comme une victoire. Nicolas avait choisi de ne pas s'isoler. Elle continuait à écrire, à donner des conférences sur le théâtre, à parler de la condition des femmes dans le milieu artistique. Ses amis disaient qu'elle conservait un humour vif et une lucidité désarmante. Elle aimait raconter des anecdotes de tournage, évoquer les acteurs qu'elle avait admirés, partager des souvenirs de Paris où elle avait tourné au début de sa carrière. Les médecins étaient impressionnés par sa force morale, par sa manière d'aborder la maladie avec distance et dignité. Les mois qui suivirent furent consacrés à la lecture et à la correspondance. Elle échangeait avec d'anciens collègues, prenait le temps de répondre aux lettres de spectateurs français qui se souvenaient de son rôle d'Elisabeth Bellamy. Elle disait souvent que la reconnaissance du public était la plus belle récompense. Son entourage la décrivait comme une femme apaisée, consciente du passage du temps mais sans amertume. Quand son état s'est aggravé, elle s'est retirée dans sa maison entourée de verdure. Elle aimait écouter la pluie sur les vitres et regarder les oiseaux au lever du jour. Elle parlait peu, mais souriait souvent. Le 3 mars 2021, elle s'en est allée doucement, entourée des siens. Les journaux britanniques et français lui rendirent hommage en saluant son talent, sa grâce et son intelligence. Nicolas Pagette reste aujourd'hui une figure discrète mais inoubliable du petit écran, une actrice dont le regard clair et la voix posée continuent de hanter la mémoire des téléspectateurs. Si vous gardez le souvenir d'un de ses rôles, partagez-le en commentaire pour lui rendre hommage. Numéro 11, Michael Copsa. Le 23 octobre 2022, à Vancouver, le monde du doublage et de la science-fiction a perdu une voix familière. Michael Copsa, acteur canadien bien connu du public français pour ses rôles dans X-Files, Stargate SG-1 et The X-Men, s'est éteint à l'âge de 66 ans des suites d'une tumeur cérébrale. Son décès avait provoqué une vive émotion chez les fans et les professionnels, car peu savaient qu'il luttait contre la maladie depuis plusieurs années. Tout avait commencé au cours de l'année 2019.
Il participait alors à une série télévisée et remarquait une baisse de concentration inhabituelle. Les symptômes s'étaient accentués, avec des troubles de la vue et des maux de tête persistants. Les examens médicaux avaient révélé une tumeur au cerveau. Il avait choisi de poursuivre son travail tout en suivant un traitement discret. Pour lui, la passion de jouer était plus forte que la peur. Durant les 2 années suivantes, il avait continué à prêter sa voix à plusieurs personnages de films d'animation et à apparaître dans des productions télévisées tournées au Canada. Les réalisateurs racontaient qu'il arrivait toujours ponctuel, préparé, avec un calme impressionnant. Il ne parlait jamais de sa santé, préférant s'intéresser aux autres. Ses amis disaient que sa gentillesse et sa modestie inspiraient le respect de tous. Il aimait la simplicité, le silence des plateaux avant le premier clap, les conversations sur la philosophie et l'art. À la maison, il vivait entouré de livres, de disques et de souvenirs de tournage. Il passait du temps à peindre, une passion qu'il entretenait depuis sa jeunesse. Sa fille, la violoniste Nora Kopsa, était souvent à ses côtés. Ils partageaient des moments de musique, jouant ensemble pour oublier la maladie. Il disait que chaque note lui rappelait la liberté, celle que la caméra ne pouvait pas toujours capturer. Les derniers mois furent marqués par une grande sérénité. Il s'éloigna progressivement du public, préférant se consacrer à la lecture et à la méditation. Lorsqu'il s'est éteint, les hommages furent nombreux. Ses collègues saluèrent sa voix unique, sa discrétion et sa profonde humanité. En France, les amateurs de science-fiction rappelèrent qu'il avait incarné l'esprit des séries cultes des années 90. Michael Kopsa reste aujourd'hui dans la mémoire collective comme un artiste sincère, un homme de talent et de cœur, dont la voix continue de résonner dans l'imaginaire de milliers de spectateurs. Numéro 12, Annabel Giles. Le 20 novembre 2023, à Brighton, la télévision britannique a perdu une personnalité lumineuse et pleine d'esprit. Annabel Giles, connue du public français grâce à ses apparitions dans les émissions européennes et ses rôles dans plusieurs séries des années 90, s'est éteinte à l'âge de 64 ans, des suites d'une tumeur cérébrale diagnostiquée 1 an plus tôt. La nouvelle avait bouleversé ses admirateurs, car jusqu'à la fin, elle avait choisi de garder le sourire et de partager son expérience avec bienveillance. Au cours de l'automne 2022, elle avait commencé à ressentir une fatigue constante, des pertes de mémoire légères et des vertiges. Les examens médicaux avaient révélé la présence d'une tumeur au cerveau. Annabel, femme de caractère et d'humour, avait décidé de parler publiquement de sa situation, espérant sensibiliser les autres à l'importance du dépistage et de la solidarité. Elle avait déclaré à ses proches qu'elle voulait transformer la peur en espoir. Durant les mois qui suivirent, elle continua à écrire sur les réseaux sociaux. Elle partageait des réflexions sur la vie, sur le passage du temps, sur la beauté des choses simples. Ses messages étaient pleins d'humour, d'ironie douce, parfois de tendresse. Ses amis disaient qu'elle restait fidèle à elle-même, indépendante et courageuse. Elle refusait la pitié, préférant qu'on se souvienne de son rire. Annabel Giles avait toujours été une femme aux multiples talents. Actrice, présentatrice, écrivain, elle avait connu la notoriété dans les années 80 grâce à son charme naturel et son franc-parler. En France, elle était souvent invitée dans les émissions de variété et les festivals internationaux. Même après sa retraite de la télévision, elle s'était investie dans le bénévolat, accompagnant des personnes isolées et soutenant des associations de santé mentale. Lorsqu'elle apprit que la maladie avançait, elle choisit de rester à Brighton, près de la mer qu'elle aimait tant. Elle passait ses journées à lire, à regarder les vagues, à parler avec ses amis de longue date. Sa famille racontait qu'elle riait encore, même les jours difficiles. Le 20 novembre 2023, elle s'est endormie paisiblement, entourée des siens. Les médias britanniques et français lui rendirent hommage avec respect. Ils saluèrent une femme libre, sincère et profondément humaine. Son courage et son humour face à l'épreuve ont marqué ceux qui la connaissaient. Annabel Giles laisse le souvenir d'une voix joyeuse, d'un regard brillant et d'une vie vécue avec audace et élégance. Numéro 13, Ross Davidson. Le 6 octobre 2006, à Aberdeen, le monde des séries britanniques a perdu l'un de ses visages les plus familiers. Ross Davidson, acteur écossais connu du public français pour son rôle dans EastEnders et ses apparitions dans Brookside et Hollyoaks, s'est éteint à l'âge de 57 ans des suites d'une tumeur cérébrale. Sa disparition avait bouleversé les téléspectateurs qui l'avaient suivi pendant plus de 20 ans sur les écrans européens. L'histoire de sa maladie avait commencé en 2003. Il travaillait alors sur une production télévisée à Manchester lorsqu'il avait ressenti des maux de tête répétés et une perte d'énergie inhabituelle.
Les premiers examens n'avaient rien montré d'alarmant, mais quelques mois plus tard, un scanner avait révélé la présence d'une tumeur. Ross avait accueilli la nouvelle avec calme et réalisme. Il savait que la bataille serait longue, mais il avait choisi de ne pas se laisser définir par la maladie. Il avait poursuivi sa carrière, apparaissant encore à la télévision et participant à plusieurs pièces de théâtre. Sur scène, il rayonnait de la même énergie qu'au premier jour. Ses collègues racontaient qu'il arrivait toujours avec un mot gentil, une plaisanterie pour détendre l'équipe, un sourire qui effaçait les tensions. Il refusait toute complaisance, préférant l'action au désespoir. À la maison, il vivait entouré de ses proches, profitant de chaque instant pour rire et raconter des histoires de tournage. Au fil des années, la maladie avait progressé, mais son courage restait intact. Il participait encore à des événements caritatifs pour soutenir la recherche médicale, sans jamais mentionner sa propre situation. Il estimait que son rôle d'acteur était d'apporter de la joie, pas de la tristesse. Ses amis disaient qu'il restait profondément humain, toujours tourné vers les autres. Il aimait la nature, les promenades le long de la côte écossaise, les repas partagés avec les siens. Lorsque son état s'était aggravé, il avait choisi de rester chez lui, dans une atmosphère de paix. Il passait ses journées à écouter de la musique et à revoir les paysages qu'il aimait tant. Le 6 octobre 2006, il s'est éteint doucement, entouré de sa famille et de quelques amis de toujours. Les journaux britanniques et français saluèrent alors un acteur chaleureux, généreux et sincère. Ross Davidson demeure pour beaucoup un symbole de bienveillance et de professionnalisme, un homme qui avait su faire de la lumière même dans les moments les plus sombres de sa vie. Numéro 14, Kelly Mack. Le 10 à 8 janvier 2024, à Los Angeles, le monde du cinéma et des séries a perdu une jeune actrice pleine d'avenir. Kelly Mack, que le public français connaissait pour son rôle dans la série The Walking Dead, s'est éteinte à l'âge de 32 ans, des suites d'un gliome rare découvert moins de 2 ans auparavant. Sa disparition avait provoqué une onde de choc parmi les fans, tant sa carrière semblait sur le point d'exploser. Tout avait commencé au printemps 2022. En plein tournage d'un court-métrage indépendant, elle avait ressenti de fortes migraines accompagnées de troubles de la vision. Elle pensait d'abord à la fatigue. Les médecins avaient prescrit des examens plus précis et le diagnostic était tombé. Une tumeur cérébrale d'un type rare et difficile à traiter. Kelly, déterminée, avait décidé de poursuivre son travail sans rendre la nouvelle publique. Elle voulait que le public continue de la voir comme une artiste en pleine ascension, pas comme une patiente. Durant plusieurs mois, elle avait alterné entre les tournages et les traitements. Ses amis racontaient qu'elle restait positive, attentive à chacun, toujours souriante malgré la douleur. Elle écrivait souvent dans son journal, notant les choses qu'elle voulait encore accomplir, les rôles qu'elle rêvait de jouer, les voyages qu'elle espérait faire. Son entourage parlait d'elle comme d'une personne à la fois fragile et incroyablement forte. Quand la maladie avait commencé à progresser, elle s'était tournée vers la peinture et la photographie. Elle trouvait dans l'art un refuge et une forme d'expression silencieuse. Ses œuvres, exposées après sa disparition, révélaient un univers de lumière et de mouvement, comme si elle voulait figer la beauté du monde avant qu'il ne lui échappe. Sa famille disait qu'elle ne se plaignait jamais, qu'elle vivait chaque journée comme un cadeau. Les dernières semaines furent paisibles. Elle passait ses journées entourée de musique et d'amis proches. Elle parlait peu, mais son regard restait vif, plein d'une douceur étonnante. Le 10 à 8 janvier 2024, elle s'est éteinte dans la sérénité. Les hommages affluèrent sur les réseaux sociaux venant de fans, de collègues et de réalisateurs. En France, les spectateurs saluèrent une actrice au talent pur, capable de transmettre des émotions fortes par la seule force de son regard. Kelly Mack reste dans les mémoires comme un symbole de grâce et de courage, une étoile partie trop tôt, mais dont la lumière continue de briller à travers ses rôles et ses œuvres. Numéro 15, Eddie Tamblyn. Le 30 juin 1957, à Hollywood, la carrière d'un acteur prometteur s'est brutalement arrêtée. Eddie Tamblyn, figure montante du cinéma américain des années 40, s'est éteint à l'âge de 48 ans des suites d'une tumeur cérébrale. En France, il était connu pour ses apparitions dans plusieurs films musicaux diffusés à la télévision dans les années 60, mais surtout pour avoir été le père de l'acteur Russ Tamblyn, héros du film West Side Story. L'histoire avait commencé en 1955, lorsque les premiers signes de la maladie étaient apparus. Fatigue, migraine, perte d'équilibre. Eddie pensait à un simple épuisement professionnel. Il travaillait alors sur une série de petits rôles et écrivait des scénarios pour des studios indépendants.
Les examens médicaux avaient révélé une tumeur dans la partie frontale du cerveau. Les médecins lui avaient proposé plusieurs traitements expérimentaux. Eddie, fidèle à son tempérament discret, avait décidé de ne rien dire au public. Il voulait continuer à travailler, à subvenir aux besoins de sa famille, à vivre le plus normalement possible. Pendant près de 2 ans, il s'était battu dans le silence. Il assistait encore au tournage, donnait des cours de théâtre et aidait de jeunes acteurs à débuter dans le métier. Ses collègues se souvenaient d'un homme calme, généreux, toujours prêt à encourager les autres. Il parlait souvent de la beauté du cinéma, de la magie des plateaux et de la force des histoires simples. À la maison, il passait beaucoup de temps avec sa femme et ses enfants. Son fils russe, alors adolescent, se rappelait plus tard que son père restait joyeux, même les jours où la fatigue semblait l'emporter. Au printemps 1957, son état s'était aggravé. Il ne pouvait plus lire longtemps ni rester debout sur scène. Il continuait pourtant à recevoir ses amis, à écouter de la musique, à sourire à ceux qui venaient le voir. Le 30 juin, il s'est endormi paisiblement, entouré des siens. Les journaux américains et français lui rendirent hommage, saluant un acteur au talent sincère et un homme d'une grande humilité. Son nom resta dans la mémoire du public comme celui d'un artiste discret, dont la passion pour le cinéma s'est transmise à son fils et à toute une génération d'acteurs. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous aimez découvrir la vie cachée des grands noms du cinéma, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. À très bientôt.